La parole est à Monsieur André Chassaigne pour le groupe GDR. Est-ce qu'il faut que j'attende le Premier ministre, non? Allez. Bien, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, lors des scrutins de ce printemps, les Français ont souhaité tourner la page de 10 années de politique de droite. Ils ont sanctionné une méthode de gouvernement brutale et inconséquente. Ils ont aussi exprimé leur défiance à l'égard d'une politique économique incapable de juguler la hausse du chômage et de relancer l'économie. Une politique qui a aggravé les effets de la crise par la multiplication de mesures d'austérité. L'échec est patent et le bilan du dernier quinquennat calamiteux. La Cour des comptes soulignait hier que la dette a augmenté ces 5 dernières années de près de 600 milliards d'euros, soit une hausse de plus de 40%. La crise n'explique pas tout. Elle n'a pesé que pour un peu plus d'un tiers dans le déficit actuel. Le niveau des dépenses publiques n'est pas non plus en cause. Leur part dans la richesse nationale n'a cessé de diminuer depuis 15 ans. Les causes des difficultés sont à chercher ailleurs, dans les choix politiques désastreux opérés en matière budgétaire et fiscale. L'allègement de la fiscalité des plus fortunés, les quelques 172 milliards d'euros de niches fiscales et d'exemptions sociales accordées aux entreprises, notamment les plus grandes d'entre elles, sans la moindre contrepartie en matière d'emploi. Indépendamment de la détérioration des comptes publics, faut-il rappeler que le chômage touche aujourd'hui près de 5 millions de nos concitoyens, que le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté de plus de 20% depuis 2002, parmi lesquels un nombre croissant de travailleurs pauvres. Faut-il rappeler aussi que les plans sociaux se multiplient, tandis que notre balance commerciale affiche un déficit de quelques 70 milliards d'euros. C'est donc bien d'urgence sociale et économique dont il faut parler. Aussi, ce que les Français attendent de nous, ce n'est pas de nous engager dans la spirale de la rigueur, mais d'œuvrer au contraire à la relance de l'activité, de nous émanciper des approches comptables pour bâtir les instruments d'une nouvelle donne économique et sociale. Ce qu'ils attendent, c'est que s'ouvrent des perspectives nouvelles dans le souci de l'intérêt général et dans le respect des principes d'égalité et de justice. Nous ne le dirons jamais assez. Nous n'avons pas le droit de décevoir cette espérance de changement. Nous avons une obligation de résultat. Et nous formulons pour cela des propositions de nature à sortir le pays de la crise et répondre aux attentes. Parmi ces propositions figure bien entendu la réorientation promise de la politique européenne. À cet égard, les conclusions du sommet européen qui s'est tenu la semaine dernière ne sont guère encourageantes. Ce sommet a certes permis la mise en place du pacte de croissance que le chef de l'État appelait de ses vœux, mais sa portée est trop modeste. Ce paquet de quelques 120 milliards d'euros, niché en annexe des conclusions du Conseil européen, n'aura pas la force juridique du pacte budgétaire. L'enveloppe, constituée pour moitié de fonds déjà versés, ne représente au total qu'1% du PIB européen. Cela ne suffira pas à exercer l'effet de levier attendu sur l'activité. Cette maigre avancée se paie surtout de contreparties que nous jugeons dangereuses, disons même inacceptables. Le donnant-donnant conclu à Bruxelles laisse en état le fameux pacte budgétaire, destiné avant tout à rassurer les marchés financiers. Ce traité ne s'attaque à aucune des causes de la crise actuelle. Il en aggrave au contraire les conséquences, en durcissant les politiques d'austérité et en consacrant la mise sous tutelle européenne des politiques économiques et budgétaires nationales. D'ores et déjà,
d'ores et déjà, Monsieur le Premier ministre, une grande partie de vos annonces d'aujourd'hui subiront le couperet de ce traité européen. Nous n'avons pour notre part cessé de le dénoncer et continuerons à le faire. François Hollande avait lui-même souligné la nécessité de le renégocier afin de permettre à la BCE de financer directement les États et de mettre en place des instruments de coopération et de solidarité. Ces propositions allaient dans le bon sens. Il est indispensable en effet que la BCE fasse usage de son pouvoir de création monétaire pour refinancer les besoins d'emprunt des États européens, développer les services publics, favoriser le développement social et la transition écologique. Il n'est pas moins indispensable d'œuvrer à l'harmonisation des normes sociales et fiscales, de mettre un terme à la concurrence fiscale et sociale qui détruit des centaines de milliers d'emplois et s'attaque, au nom de la compétitivité, au cœur de notre modèle social. Vous venez de le confirmer, Monsieur le Premier ministre. La demande du Président de la République de faire ratifier rapidement par le Parlement le pacte budgétaire. Nous estimons, quant à nous, qu'il est indispensable que les citoyens soient consultés par référendum. Seul un débat démocratique, avec une large participation populaire, peut légitimement trancher sur la nécessité de nous conformer à un traité qui bafoue la souveraineté du peuple. La vraie question qu'une majorité de nos concitoyens se pose est de savoir quelle politique mettre en œuvre au plan national et européen pour éviter que les marchés imposent leurs lois aux États. Le retour à l'équilibre budgétaire qui sert en ce moment à justifier dans l'Europe entière les politiques de réduction des dépenses publiques n'est qu'un leurre. On ne sortira pas de la spirale actuelle en enfonçant les économies dans les récessions. Rien n'oblige, à part les exigences drastiques des marchés financiers, à revenir en quelques années à l'équilibre, alors que nous vivons dans des situations de déficit depuis des dizaines d'années. La sagesse commande au contraire de réviser ce calendrier, de se doter d'un plan à moyen terme pour réduire le déficit public, d'étaler le redressement et de le construire sur des bases saines. L'enjeu est de faire reposer ce redressement sur la croissance, l'investissement et l'emploi. Vous avez dévoilé quelques-unes, Monsieur le Premier ministre, des lignes directrices de votre future politique de rééquilibrage fiscal. Le relèvement de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, le rétablissement du barème de l'ISF, la disparition du dispositif d'exonération de charges sociales sur les heures supplémentaires pour les entreprises de plus de 20 salariés, l'imposition des revenus du capital au même niveau que ceux du travail, l'instauration d'une taxe de 3% sur les dividendes distribués aux actionnaires, autant de mesures qui vont dans le bon sens, comme la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Mais il est essentiel d'engager une réforme encore plus profonde et globale de la fiscalité, afin de la rendre plus redistributrice, plus juste et plus efficace économiquement. Nous devons renverser la logique actuelle, rétablir la progressivité de l'impôt sur le revenu par une refonte du barème, réduire l'influence des impôts proportionnels comme la TVA, un point juste par excellence, supprimer la TVA sur les produits de première nécessité, faire cesser ce scandale que 80% des revenus du capital échappent aujourd'hui à l'impôt sur le revenu. Nous nous réjouissons de l'annonce de la suppression de la TVA dite sociale, qui n'avait d'autre but que de permettre aux entreprises de se défausser de leur part de la solidarité nationale. Mais en ce domaine aussi, nous devons être porteurs d'une autre ambition. Les allègements de cotisations sociales atteignent aujourd'hui 30 milliards d'euros. La Cour des comptes estime que les 3/4 de ces exonérations de cotisations sociales ne bénéficient pas à l'emploi. Nous devons, Monsieur le Premier ministre, en tirer les conséquences. Ce qui coûte à l'économie et ce qui plombe ses comptes sociaux, ce n'est pas le coût du travail, c'est la part croissante de la richesse produite versée en intérêts et dividendes. En 15 ans, la part des dividendes dans la valeur ajoutée des entreprises est passée de 24% à 36%. C'est la preuve qu'existe en France non pas un problème de coûts salariaux, mais un problème de coûts financiers. Comme le rappelait récemment l'économiste Jean-Marie Haribé, je cite, « un 1/6 de la rémunération du capital suffirait aujourd'hui à couvrir les besoins de financement de la sécurité sociale. » Pour redresser nos comptes publics et sociaux, l'exigence est de mettre un terme à cette confiscation de la richesse nationale.
Pourquoi ne pas moduler l'impôt des entreprises selon qu'elles investissent et créent des emplois, ou bien au contraire versent des dividendes? Pourquoi ne pas plafonner les salaires des dirigeants d'entreprises comme des opérateurs de marché? Il ne s'agit pas simplement de moraliser le capitalisme, mais il faut aussi promouvoir une autre répartition des richesses entre capital et travail. Nous avons bien entendu conscience que la mise en œuvre d'une fiscalité plus juste et plus efficace ne suffira pas à elle seule à résorber le déficit, mais nous ne croyons pas aux vertus de la baisse des dépenses. Dans votre lettre de cadrage adressée au ministre, Monsieur le Premier ministre, vous recommandez de stabiliser en valeur les dépenses de personnel. La Cour des comptes recommande, quant à elle, de faire reposer cette stabilité sur la réduction de 30 000 postes et sur le gel du point d'indice. Je le dis tranquillement, après l'annonce d'une hausse minimaliste du SMIC, c'est une seconde très mauvaise nouvelle. Comment, en effet, prétendre relancer la croissance en éteignant tous les moteurs possibles de cette relance? Où sont les perspectives sans hausse des salaires, sans investissement public, sans mobilisation du crédit bancaire, sans relance de l'emploi industriel? À l'instar des économistes Paul Krugman et Richard Layard, qui ont publié dans le Financial Times un manifeste pour le retour à la raison économique, nous pensons que d'autres choix sont possibles. Renégocier, nous l'avons dit, le pacte budgétaire européen, remettre la main sur les leviers du secteur bancaire avec la création d'un pôle public bancaire et financier pour mobiliser l'argent nécessaire, engager une réforme fiscale très profonde. Face à la multiplication des plans sociaux, ne serait-ce que PSA, 10 000 emplois directs ou indirects dans ce plan social, face à l'érosion continue du pouvoir d'achat des Français, face à la détresse et les espoirs de millions de nos concitoyens, nous ne pouvons nous satisfaire de demi-mesures. Vous ne pouvez pas prendre le risque de la rigueur, car ce n'est pas en recyclant les politiques conduites par nos adversaires que nous sortirons le pays de l'ornière. J'évoquais à l'instant le SMIC. Permettez-moi de formuler des vœux à quelques jours de la conférence sociale. Nous souhaitons que le gouvernement ne ferme pas la porte aux revendications exprimées par les partenaires sociaux. Que cette conférence ne se résume pas à l'élaboration d'un simple agenda social, mais débouche très rapidement sur des engagements concrets, notamment en matière de réduction des inégalités. La première des exigences d'ordre constitutionnel est de rendre effective l'égalité salariale entre hommes et femmes. Vous en avez parlé, Monsieur le Premier ministre. Une autre porte sur le SMIC et avec lui sur l'ensemble des rémunérations. Vous avez été un peu plus discret sur ce point, Monsieur le Premier ministre. Après plus d'une décennie de stagnation et de recul du pouvoir d'achat, il est temps de nous attaquer au mode de revalorisation des revenus du travail. Il est temps de pénaliser les entreprises qui privilégient l'emploi précaire à l'origine du développement de la pauvreté laborieuse, d'interdire les licenciements boursiers et la rupture conventionnelle. Il est temps d'augmenter les minima sociaux et de proroger le droit des chômeurs en fin de droit. Il est temps de revenir à la retraite à 60 ans pour tous. Sur le terrain social, les chantiers, on le voit, sont nombreux, de même que sur le terrain de la protection sociale et de son financement. Il nous faut ainsi avancer sur la question de plus en plus préoccupante des inégalités d'accès aux soins dans toute leur diversité, désertification médicale, taux de remboursement, suppression des franchises médicales, interdiction des dépassements d'honoraires. Notre inquiétude porte également sur la mise en concurrence des territoires. Elle s'est fortement accrue durant ces 10 années de politique libérale. Les RGPP menacent les emplois et les budgets de nos collectivités. Le gel des dotations, s'il devait se poursuivre, ne permettrait pas à nos territoires ruraux et à nos quartiers populaires de relever la tête. 10 années de démantèlement des services publics locaux ont accentué les disparités en matière de transport, de logement, d'emploi, d'accès aux soins. Partout a été organisé le recul de la République pour laisser la place au marché et donc au profit.
pour faire vivre nos territoires et enclencher une nouvelle dynamique. La suppression du conseiller territorial, si elle est indispensable, ne saurait suffire. C'est la relocalisation de la production et de l'investissement public qui viendra à bout des crises qui touchent nos agriculteurs comme notre industrie, nos quartiers comme nos villages. Sur ce chantier, des convergences sont possibles pour les différentes composantes de la majorité de gauche. Les députés que je représente entendent y promouvoir une ligne d'audace et de volontarisme. Parmi ces combats que nous pouvons mener de front, dans la diversité de nos objectifs et de nos ambitions, d'autres propositions communes sont apparues au cours de ces derniers mois. Je voudrais d'abord citer la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, promise par la garde des Sceaux et très attendue par les magistrats. La suppression du mot race de notre Constitution, que nous demandons depuis la 12e législature, peut être concrétisée rapidement, tout comme l'ouverture du mariage à tous les couples ou encore celle du droit de vote aux étrangers. En développant nos priorités, avec une approche que nous voulons dynamique au cœur de la gauche, nous nous posons ici en constructeurs du changement tant attendu, en force de proposition, parce que, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, nous voulons que la gauche réussisse, nous le voulons vraiment, avec des résultats concrets qui puissent changer la vie du plus grand nombre. Mais nous craignons vraiment que vos orientations, Monsieur le Premier ministre, conduisent à l'opposé du résultat escompté, et nous le craignons d'autant plus que vous ne desserrez pas l'étau de la contrainte extérieure. Voilà pourquoi les députés Front de Gauche s'abstiendront aujourd'hui sur ce vote de confiance. Quant aux députés d'outre-mer, qui constituent avec nous le groupe de la gauche démocrate et républicaine, ils assumeront leur pleine liberté de vote en toute autonomie, comme c'est la règle dans notre groupe parlementaire. Aucun de ces 5 députés ne mêlera sa voix à celle de la droite, attachés qu'ils sont, tous les 5, à la réussite du changement. Réussir le changement. Je dis bien réussir le changement, n'est-ce pas une volonté partagée de tous les vrais progressistes de cette Assemblée? Merci, Monsieur Chassaigne.